Et croire qu'on peut apprendre en une seule fois et que ça va rester, pour toujours, c'est une erreur. C'est une fausse croyance, hein, ça, le système cognitif, le cerveau, il l'oublie et il faut le garder en tête et c'est normal. Ça, c'est ce qu'on appelle apprendre par cœur. Et pareil, on reste en surface, ça peut marcher, mais sur juste une courte échéance. Entre les révisions de la même information, le système cognitif, le cerveau va consolider cette information-là. Vous écoutez Intervalle, un podcast proposé par le service Sciences et Société d'Université Côte d'Azur qui part à la rencontre des chercheuses et des chercheurs. Merci Émilie d'avoir accepté de venir sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Ce sujet, c'est l'apprentissage. On va voir comment on peut faire en sorte de retenir sur la durée les informations qu'on apprend. Alors, je vous présente rapidement, vous êtes Émilie Gervier, vous êtes enseignante-chercheuse en psychologie au BCL, le laboratoire Basque Corpus Langage, et vous vous intéressez à l'apprentissage, et plus précisément aux stratégies qui permettent de rendre l'apprentissage plus efficace et surtout plus durable. Dans cet épisode, on va pouvoir profiter de vos connaissances et voir comment optimiser les révisions, notamment pour tous les étudiants qui nous écoutent. Alors une première question avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a poussé à travailler sur la question de l'apprentissage et de la mémorisation ? Ce qui m'a poussée à travailler sur ces questions, c'est que j'ai toujours aimé apprendre, au plan, personnel et puis, en tant qu'ancienne étudiante de médecine, évidemment, ces questions d'optimisation de l'apprentissage, mémorisation, tout ça, ça m'a intéressée et quand j'étais en master de sciences cognitives, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de recherche sur ces questions-là, de l'effet de la répétition. Ce qui est intéressant avec ces questions, c'est qu'il y a un aspect, fondamental, comprendre comment ça fonctionne et puis il y a un aspect applicatif qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire, pouvoir, peut-être éventuellement, donner les conseils que j'aurais aimé apprendre quand j'étais moi-même étudiante en médecine et que je devais apprendre beaucoup de choses. Et on va voir dans cet épisode comment bien apprendre, mais on peut commencer déjà par voir comment ne pas bien apprendre et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Il y a une chose qu'on a tous tendance à faire quand on révise ou qu'on révisait dans le passé, c'est de relire passivement notre texte. Pourquoi c'est l'une des pires stratégies pour ancrer profondément l'information? Donc le mot-clé, c'est ancrer profondément, effectivement. Alors, c'est mieux que rien. Il vaut mieux relire ses cours passivement que ne pas les relire du tout. Donc si je veux expliquer le principe de comment on voit ces choses-là en sciences cognitives, de l'apprentissage, l'idée, c'est que le principe fondamental en sciences cognitives, c'est le traitement de l'information. Notre cerveau, notre système cognitif traite de l'information et le principe général, c'est que plus on traite de l'information, plus on va la mémoriser, cette information. Ces informations-là, en fait, quand on les traite, on les enregistre d'une certaine façon. Donc l'idée, c'est que quand on relit son cours passivement, on se prive de l'opportunité de traiter plus l'information, de la traiter davantage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ancrer les informations en profondeur? Et en profondeur, ça veut aussi dire pour le long terme. Parce que l'objectif des apprentissages scolaires et universitaires, c'est de réussir son examen évidemment, mais c'est aussi de se souvenir des informations-là plus tard, pour sa vie professionnelle ou parce que ces connaissances-là servent de base à un apprentissage ultérieur. Donc c'est cumulatif en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire que d'ancrer l'information en profondeur? Alors en profondeur, on peut comprendre que il y a 2 choses. Il y a la partie déjà comprendre l'information, c'est la base. Comprendre, alors j'ai regardé la définition, récemment, hem, la définition de l'Académie française, du dictionnaire de l'Académie française, c'est saisir par l'esprit des rapports entre des faits, des idées et des sentiments. Et cette définition de la compréhension, alors compréhension, on en a tous, on sait ce que ça veut dire, mais voilà, je voulais chercher la définition et cette définition, elle est intéressante parce qu'elle, elle met l'accent sur ce que fait la mémoire déjà, c'est-à-dire faire des liens entre des choses. Comprendre, c'est faire des liens entre les nouveaux éléments qui nous arrivent pour que ça corresponde à notre vision du monde, pour que, voilà, ce soit pas, comment dire? Qu'on puisse, saisir cette information-là, qu'on puisse, pouvoir la restituer et cetera. Bref, comprendre. Donc ça, c'est la première chose. Si on veut ancrer une information à long terme, il faut la comprendre. Et puis la deuxième chose, qui correspond à l'idée d'ancrer profondément et à long terme les informations, c'est l'ancrage. Voilà, l'ancrage, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui s'imprime dans le cerveau
Et pour ancrer les informations dans le cerveau, il faut faire en sorte que le cerveau crée ces liens entre ces différents éléments. Soit des liens entre ces nouveaux éléments et des informations qui existent déjà dans notre système cognitif, des connaissances qu'on a déjà, et puis entre les nouveaux éléments à apprendre. Et donc, je reviens à la question qui était pourquoi lire passivement, c'est pas optimum, parce qu'en lisant passivement, on reste en surface. On, notre système cognitif n'est pas en train de créer activement des liens entre des choses pour enrichir ce traitement de l'information et créer un souvenir qui soit riche et ancré. Voilà. Donc ça peut être utile, ça peut être utile à courte échéance de relire ses notes, surtout si c'est juste de la réactivation d'une connaissance qu'on a déjà bien assimilée. Mais en première intention, effectivement, c'est pas très très efficace. Il ne faut donc pas se contenter, en première instance en tout cas, de relire passivement un énoncé que l'on souhaite apprendre. Est-ce qu'il y a d'autres mauvaises façons d'apprendre qui vous viennent en tête et qu'on peut déconseiller aux auditeurs qui nous écoutent? Alors, il y a des élèves ou des étudiants qui parfois ont la réflexion suivante: «J'ai pas compris, donc j'ai appris par cœur». Et là, apprendre par cœur, c'est l'inverse de ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire on fait pas les liens. On apprend des choses, souvent c'est par répétition mentale, voilà, on a quelque chose et puis on le répète et puis on est capable de restituer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle apprendre par cœur. Et pareil, on reste en surface, ça peut marcher, mais sur juste une courte échéance. Donc ça, c'est pas une très bonne façon, pour apprendre sur le long terme. Une autre façon, de mal apprendre, c'est, lié aux croyances qu'on peut avoir sur comment la mémoire fonctionne. Et croire qu'on peut apprendre en une seule fois et que ça va rester, pour toujours, c'est une erreur. C'est une fausse croyance, ça, le système cognitif, le cerveau, il l'oublie et il faut le garder en tête et c'est normal. Et puis peut-être une dernière chose, ce serait, alors ça c'est plus, méta on pourrait dire, c'est de négliger, les choses qui vont nous servir plus tard pour des apprentissages ultérieurs. Faire des impasses sur des choses importantes, c'est pas une bonne façon pour la suite. D'accord, parfait. Bon, alors on voit comment ne pas bien apprendre. Maintenant, on va donner quelques conseils quand même sur comment bien apprendre. Donc, on a dit qu'il fallait pas apprendre tout d'un coup. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est plutôt d'étaler ses révisions sur le long terme. Peut-être vous pouvez nous dire pourquoi c'est plus efficace que de concentrer ses révisions sur une courte période? Donc cette question de la répétition des informations sur de longues périodes, c'est ce qu'on appelle dans la littérature scientifique, l'effet, d'espacement ou l'effet de pratique distribuée. Donc c'est l'idée qu'il faut répéter l'information au cours du temps et il faut avoir des intervalles entre ces épisodes où on traite cette même information qui soient, assez grands. Bon, en fait, l'idée, c'est quand même qu'il faut qu'il soit ni trop court, mais ni trop grand non plus. Faut pas attendre non plus 1 an avant de réviser parce que ça, c'est pas, optimum non plus. Alors pourquoi c'est plus efficace d'avoir un intervalle, disons de quelques jours, par exemple, plutôt que de réviser tout en une seule session, en une seule après-midi, par exemple, et de répéter plusieurs fois en une seule après-midi? Au niveau, en fait, de comment le cerveau a évolué pour, donner son fonctionnement actuel au cours de l'évolution, on peut imaginer que d'un point de vue de l'adaptation au milieu, une information qui se répète plusieurs fois au cours du temps avec des échéances longues indique que cette information va se représenter à nouveau probablement dans le temps, dans une échéance longue. Et donc si le système est bien conçu, il va le repérer cela et faire en sorte que cette information, on la mémorise puisqu'elle va nous resservir plus tard. Et à l'inverse, un système qui est bien conçu pour, son environnement, il repérerait qu'une information qui est répétée beaucoup à un moment donné, mais qui n'est plus jamais répétée, on va l'oublier parce qu'en fait, c'était juste un petit truc ponctuel dans l'environnement. Donc au niveau de la logique, si vous voulez, au niveau de la psychologie évolutionnaire, si on peut dire, ce serait ça l'idée. Donc ça, c'est le principe, mais c'est pas encore un mécanisme. Alors, par exemple, pour les mécanismes, on pourrait dire que entre les révisions de la même information, le système cognitif, le cerveau va consolider cette information-là. Donc, il va la renforcer et puis il va aussi la transformer et il va également faire en sorte qu'elle s'ancre dans le système de connaissances qu'on a déjà. C'est ça, consolider. C'est plus riche que juste renforcer ou solidifier une information et donc ça veut dire que lorsque on a consolidé une information sur une longue période, disons 2 jours, quand on va réviser cette information, ce qu'on va récupérer, au moment de la révision, va être quelque chose qui a subi des transformations grâce à cette consolidation et donc on va travailler sur un souvenir qui est déjà enrichi, épuré, un petit peu généralisé. On a oublié les détails qui sont pas pertinents et il ne reste que, voilà, le squelette de ce qui est important.
par rapport à une révision 10 minutes après où tout est encore, frais dans la tête et où du coup c'est pas très pertinent de réviser à ce moment-là. Et puis, l'autre, mécanisme, c'est l'idée que lorsque je révise une information avec des longs intervalles de temps, eh bien, je vais pouvoir associer des informations à cette information-là, que je cherche à apprendre, qui sont plus variées que lorsque je révise dans un petit intervalle de temps. Parce qu'entre-temps, disons au bout de 2 jours, tout le contexte aura changé. Peut-être que je vais réviser dans un autre endroit, peut-être que mon état émotionnel a changé aussi. Et tout ça, en fait, le système de mémoire enregistre tout ça de façon inconsciente, involontaire. Et tout ça, ça va créer une trace riche avec plein d'informations qui vont permettre, au moment de la récupération de l'information, c'est-à-dire au moment de l'examen, typiquement pour un étudiant, va donner plus d'indices. C'est comme des petits fils qui vont nous permettre de tirer la pelote de laine pour récupérer cette information-là. Et donc, plus on révise avec du temps important entre les révisions, plus on fait une grosse pelote avec plein de fils qui dépassent, en gros, pour la métaphore. Peut-être qu'on peut donner quelques repères aux auditeurs qui nous écoutent et notamment aux étudiants. Ce serait quoi un bon intervalle de temps entre 2 sessions de révision? Alors, il n'y a pas de réponse absolue. La recherche n'en est pas là et probablement c'est logique parce que l'intervalle optimum de temps, il va dépendre de plein de paramètres. Des paramètres liés à l'apprenant lui-même, ses capacités d'apprentissage, son état de fatigue du moment, etc. Et aussi de comment il a appris pour la première fois. Si on a appris de façon très profonde lors du premier épisode d'encodage, eh bien, il peut être logique d'attendre, de pouvoir attendre un petit peu plus longtemps avant de réviser. Si mon premier encodage, j'étais un peu distrait, etc., peut-être qu'il faut réviser un petit peu plus vite. C'est pas une recette toute faite, mais il y a des grands principes à connaître. Donc les grands principes, ce serait peut-être d'attendre au moins qu'il y ait une nuit de sommeil entre l'apprentissage initial et la révision, parce que le sommeil participe à cette fameuse consolidation qui va aider au moment de la révision à avoir un souvenir qui est un petit peu différent. Je dirais aussi, commencez vos révisions tout de suite. C'est-à-dire vous avez votre cours, même si votre examen est dans 3 mois, commencez tout de suite à le travailler, à le réviser. Hem et un autre conseil que je pourrais donner, c'est que vous pouvez programmer vos révisions pour que les intervalles successifs entre les révisions, de l'une à la suivante, si vous voulez, soit initialement assez court, peut-être 1 ou 2 jours avec du sommeil intercalé, et puis de plus en plus grand. Par exemple, la 3e révision, vous la faites 4 jours après la 2e, la 4e, vous la faites 1 semaine ou 10 jours après la 3e et ainsi de suite. Donc en fait, avec un programme comme ça qu'on appelle, on appelle ça expansif ou expansé, eh bien, vous pouvez, avoir un programme qui laisse du temps entre les intervalles successifs pour intégrer de nouvelles informations dans votre planning de révision. Et à la fin, dans 3 mois, par exemple, vous aurez révisé suffisamment, de fois l'information pour qu'elle soit bien solide et qu'à l'examen, ce soit facile de la récupérer. Et cet effet d'espacement, notamment le programme expansé dont vous parlez, est-ce qu'il fonctionne pour tout type d'apprentissage? Par exemple, pour apprendre du nouveau vocabulaire quand on apprend une nouvelle langue, pour apprendre des concepts ou même des gestes moteurs, par exemple? Alors tout ce que je vous dis depuis le début, ça vaut surtout pour ce qu'on appelle, les connaissances déclaratives, c'est-à-dire les choses qui sont, les connaissances, les souvenirs, même les images mentales, par exemple, c'est-à-dire tout ce qui, heu, tout ce à quoi on a un accès conscient. C'est-à-dire que je suis capable de visualiser une image, je suis capable de restituer un souvenir, je suis capable d'avoir une idée de la connaissance dans mon esprit conscient, si vous voulez. Donc pour ça, a priori, il y a relativement un consensus dans la recherche, sur l'effet d'espacement. Par contre, pour les autres types d'apprentissage, on parle d'apprentissage plus procédural, plus procéduraux, c'est la mémoire procédurale. Là, les données sont moins claires sur l'effet d'espacement. Donc par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un apprentissage procédural? C'est apprendre, si vous faites un sport, à tirer, à faire des paniers au basket, donc c'est un geste particulier. Est-ce que, espacer les répétitions de la pratique de ce geste est plus utile que de les masser? C'est moins clair dans la littérature, donc je m'avancerai pas sur ces choses-là. C'est vraiment ça s'applique quand même essentiellement sur le déclaratif. D'accord. Pour résumer, donc il faut espacer les sessions de révision, laisser au moins une nuit de sommeil, avoir des espaces entre les révisions, des intervalles de temps entre les révisions
qui augmente petit à petit. Quand on apprend, il faut comprendre, ensuite relire l'information jusqu'à ce qu'elle s'ancre. Est-ce que pendant nos sessions d'apprentissage, on peut trouver d'autres méthodes pour apprendre plus efficacement, comme par exemple se tester, se faire des petits quiz, des petits QCM, ou se poser des questions si on révise avec quelqu'un? Tout à fait. Donc le principe de se tester, c'est un peu l'autre grand principe qui fait consensus dans les recherches sur l'apprentissage, avec l'espacement des répétitions. C'est vraiment, si on doit retenir deux choses, c'est ces deux choses-là qui sont utiles pour mémoriser à long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se tester? L'idée, c'est que lorsqu'on se teste, alors ça peut prendre plein de formes, hein. Se tester, plus généralement, ça veut dire récupérer dans sa propre mémoire les informations qu'on a déjà. C'est plus efficace que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus efficace que relire passivement, parce que justement là, on va traiter de l'information, et on va traiter de l'information qui vient de notre propre système cognitif pour les réactiver, pour les faire ressortir. Et ça, en fait, ça force les systèmes cognitifs, les réseaux de neurones, le cerveau, à faire un effort, à réactiver ces informations-là. Et cet effort-là, si vous voulez, il permet donc de réactiver l'information, et cette information, elle est automatiquement réencodée, elle est réapprise de fait, puisqu'elle repasse par la conscience, si vous voulez. Donc ça, c'est très 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 utile, hein. Il y a des centaines et des milliers d'études qui montrent que c'est plus utile au long terme de se tester sur une information que de relire, ou que de juste être réexposé passivement aux informations. Voilà. Et donc ça peut prendre plein de formes, cette réactivation. Ça peut prendre la forme de cartes recto verso, hein. En anglais, on parle de flashcards. C'est un système où vous avez des petites cartes avec une question sur le recto et puis la réponse sur le verso. Donc ça, c'est très utile. Donc ces flashcards, on peut soit utiliser des flashcards qui existent déjà, soit se les créer soi-même à partir de son propre cours. Et l'idée, c'est de sortir son petit tas de cartes, et puis se faire des petites sessions où on s'auto-teste, et puis on vérifie la réponse derrière. Et on peut combiner ça avec des révisions espacées. C'est-à-dire qu'on peut combiner l'effet de test avec l'effet d'espacement. Donc des flashcards, ça peut être tout simplement, vous avez eu un cours hier soir par exemple, le lendemain matin, feuille blanche, vous essayez de restituer de mémoire tout ce qui vous vient sur ce cours-là. Voilà, et tout, en fait. Et puis après, vous ouvrez votre cahier et puis vous complétez. Voilà. Ça, c'est demandeur. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas l'énergie de faire ça. Et donc, il faut adapter la tâche de récupération. Des fois, la tâche de récupération, c'est juste faire un QCM d'anal, par exemple, d'anal d'examen pour s'entraîner. Voilà. Ça peut prendre vraiment plein de formes. Et puis aussi, se poser des questions entre étudiants. Donc ça, c'est très très bien aussi, parce qu'on profite aussi des connaissances de l'autre. Donc il faut être créatif et trouver ses propres moyens. Tout le monde n'est pas pareil sur ces choses-là. Donc se tester, c'est pas uniquement une façon de vérifier qu'on sait, c'est vraiment un acte d'apprentissage à part entière. C'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a aussi, quand on se teste, on vérifie ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et du coup, ça permet d'adapter ses stratégies pour la suite. Ce qui veut dire que c'est encore de l'optimisation, parce qu'on gagne du temps. On ne va pas réétudier quelque chose qu'on connaît déjà. Tout à l'heure, vous avez dit que idéalement, c'était bien de laisser au moins une nuit de sommeil entre deux sessions d'apprentissage. Peut-être on peut parler du rôle que joue le sommeil sur le processus de mémorisation. Pendant le sommeil, il se passe plein de choses, et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts. Donc il faut en profiter. L'organisme, en fait, et l'organe cerveau fait des choses pendant qu'on dort qui sont utiles pour nous d'une façon générale, pour l'apprentissage en particulier. Et notamment, ces choses-là, c'est grossièrement de nettoyer le cerveau. Le cerveau, pendant la journée, c'est un organe, il a fonctionné, donc il a produit des déchets. Et donc, il y a tout un système on pourrait dire, de dégoût qui se met en place pour nettoyer ces déchets, et puis les envoyer ailleurs dans le corps pour qu'ils soient mis à la poubelle, entre guillemets, voilà, pour simplifier. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que le lendemain matin, on a un cerveau frais qui est capable de réapprendre de nouvelles choses. Donc, il ne faut pas le négliger, c'est-à-dire que c'est aussi de la préparation sur l'après. Et puis, il y a aussi tous les phénomènes de récupération physiologique. Le neurone se recharge en énergie, etc.
Donc ça, c'est au niveau de comment on prépare la suite. Et au niveau de la consolidation des informations qu'on a vues pendant la journée, on pourrait dire qu'il y a 2 grands, processus. Le premier processus, c'est, ce qu'on appelle le replay ou la récapitulation des informations. On a un une petite région au milieu du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, donc il y en a un de chaque côté. L'hippocampe, c'est, une région du cerveau qui justement est là pour faire des liens entre les nouvelles informations. Il le fait très bien et c'est ça qui fait qu'on va apprendre quelque chose la première fois. Encoder, c'est le job de l'hippocampe. Eh bien, l'hippocampe, pendant le sommeil, pendant la nuit de sommeil ou même pendant une sieste d'ailleurs, notamment pendant le sommeil profond, il va rejouer, il va réactiver les réseaux de neurones qui ont été activés lorsqu'on a encodé des informations. Et le but de cette réactivation, c'est de transférer, je simplifie, mais voilà, c'est de transférer ces informations nouvellement acquises, mais qui sont fragiles, vers un lieu de stockage plus sûr, pour le garder sur le long terme. Si ce processus est empêché, on va oublier ces informations nouvelles parce que l'hippocampe, il a plein de choses à apprendre et du coup, si on transfère pas les informations, on va les perdre. Donc ça, c'est le premier gros mécanisme pour la consolidation. Et le deuxième, c'est que globalement, il se produit aussi de l'oubli d'une façon générale dans l'ensemble du cerveau pendant qu'on dort. C'est-à-dire que les connexions entre les neurones, les synapses, sont un petit peu elles se désactivent en quelque sorte, elles perdent de leur force, la force qui est gagnée pendant un apprentissage, hein, parce que c'est ça, apprendre, c'est connecter des neurones en fait, en quelque sorte. Eh bien, cet apprentissage qui renforce des synapses, eh bien, pendant la nuit, ces synapses vont baisser en force, ce qui fait qu'on va oublier un petit peu tout, mais ça va permettre aussi de garder l'essentiel. On va oublier les détails et garder l'essentiel. Et donc, globalement, ces mécanismes pour lesquels on n'a rien à faire, hein, puisqu'on dort, eh bien, permettent de généraliser des informations et aussi de les inclure, de les intégrer dans nos réseaux de connaissances existantes pour les ancrer. Voilà, on revient à cet ancrage. Et pour ancrer profondément ce que vous venez de nous dire et consolider un peu les informations pour les auditeurs et les étudiants qui nous écoutent, peut-être vous pouvez nous dire quels seraient les 3 conseils que vous pourriez garder pour mémoriser efficacement, si vous en aviez que 3 à garder parmi tout ce que vous nous avez dit? 3 conseils. Le premier, ce serait d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc ça, c'est les choses qu'on entend tout le temps, mais qui sont vraies. Donc le cerveau, c'est un organe et il a besoin de fonctionner de façon optimum pour apprendre. Et donc, c'est les 3 choses qu'on entend souvent. Bien dormir, on vient d'en parler, mais aussi bien manger, manger équilibré, etc. Bien manger, quoi, pour que cet organe soit bien nourri au niveau vraiment matériel du terme. Et puis, faire de l'exercice physique. Pour différentes raisons, faire de l'exercice physique, c'est très bon pour l'ensemble du corps et c'est bon aussi pour le cerveau. Donc ça, c'est mon premier grand conseil, ne pas négliger en période de révision, de bien dormir, de bien manger et de faire de l'exercice. Même si on a l'impression de perdre du temps en dormant, en fait, c'est pas du temps perdu. Deuxième conseil, répéter au cours du temps, commencer ses révisions le plus tôt possible et espacer au maximum. Et puis le troisième, se tester, récupérer l'information en mémoire. Et puis, voilà, le quatrième, ce serait de combiner les 2 dernières. Parfait, c'est très clair. Je pense qu'avec ça, on va bien aider les étudiants qui nous écoutent. J'aurais bien aimé avoir ces conseils plus tôt. Peut-être avant qu'on conclue, vous pouvez nous donner quelques informations sur les questions ou pistes de recherche qui vont vous occuper prochainement. Donc moi, mes intérêts de recherche, c'est surtout l'effet d'espacement, moins l'effet de récupération. Et donc sur l'effet d'espacement, il y a maintenant une immense littérature très fondamentale, très laboratoire, avec des conditions contrôlées. Et ce qui manque, c'est quand même de vérifier comment on peut appliquer ça dans la vraie vie, notamment à l'école, en primaire, dans le secondaire et aussi à l'université. Donc j'ai des projets qui portent sur l'application de ces principes-là. Dans la vraie vie, disons. Il y a aussi une autre question qui a pas été beaucoup étudiée, dans cette littérature-là, c'est les différences entre les individus, concernant, par exemple, l'intervalle optimum entre les répétitions. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, dans la littérature, on considère que tout le monde fonctionne pareil, mais potentiellement, il y a des gens qui peuvent se permettre d'attendre plus longtemps avant de réviser et puis d'autres chez qui, voilà et on ne sait pas pour l'instant, voilà, il y a des pistes, mais il y a pas de recherches à ma connaissance qui ont exploré ça, donc ça m'intéresse. C'est difficile à examiner, pour différentes raisons et puis la troisième chose, c'est qu'il y a aussi,
plein de recherches, je dirais, éparpillées dans tout le vaste champ des sciences cognitives, notamment en neurobiologie, sur les mécanismes vraiment fondamentaux qui sous-tendent l'effet d'espacement. Et ça va de la synapse dont je parlais tout à l'heure au cerveau entier. Et j'aimerais bien me plonger là-dedans et essayer de comprendre un petit peu à tous les niveaux comment ça fonctionne en termes de mécanismes. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Un grand merci, Émilie, d'avoir pris le temps de parler avec nous de vos recherches. Intervalle, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode où un chercheur ou une chercheuse d'Université Côte d'Azur viendra partager avec nous ses sujets de recherche. Intervalle est un podcast produit et proposé par le service Sciences et Société d'Université Côte d'Azur. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir les autres nombreux sujets de recherche qu'on explore ensemble avec des experts reconnus de leur domaine, histoire, sport, intelligence artificielle, astrophysique. Il y aura largement de quoi étancher votre soif de curiosité.